Merci. Sur les cartes populaires, je sais pas, ouais, j'ai pas réfléchi en fait. Mais en fait, il devait avoir au même moment qu'il y avait ça va dans le sens. Non, moi j'ai pas préparé, je me suis... Merci. Hop, je vous laisse. Bonjour à toutes et à tous. Bon dimanche à celles et ceux qui passent par ici ce 23 août 2020, ici même à Bordeaux, sur la place Nansouty. Nous allons dans quelques minutes commencer cette cérémonie solennelle en hommage à la révolution d'Haïti. Une cérémonie solennelle qui, aujourd'hui, ce 23 août 2020, revêt une dimension particulière. D'abord, en raison de la géographie, c'est-à-dire le quartier dans lequel nous sommes, mais aussi en regard de l'histoire qui nous rappelle aujourd'hui encore la contribution des Noirs au combat pour la liberté, les sacrifices auxquels les Noirs et leurs descendants ont été soumis. Donc dans quelques minutes, nous allons commencer cette cérémonie. Nous avons l'honneur de recevoir ici. Nous avons l'honneur de recevoir ici. Nous avons l'honneur. Ça va venir. Nous avons l'honneur de recevoir ici des élus de la nouvelle majorité municipale de Bordeaux, mais aussi de l'opposition qui sont là. Nous avons aussi l'honneur de recevoir des Haïtiens et des Haïtiennes. Et nous allons dans quelques minutes demander à tout ce beau monde de venir nous rejoindre ici pour commencer cette journée internationale. Bon, ça va arriver. Il y a toujours des imprévus techniques. Personne n'est maître de la technique, même si nous en sommes les créateurs. Bon,
Monsieur Kaba, est-ce que vous m'assurez qu'on peut commencer? Ah, bon, très bien. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, oui, là, il est allumé. Il faut le laisser comme ça. Il est allumé. Hein, bon, je vais demander aux élus. Il faut contact. Alors, je vais demander aux élus présents, d'abord peut-être à l'adjointe de quartier, Madame Boulanger, qui est l'adjointe de ce quartier Nansouty, de venir me rejoindre. Ensuite, demander à Monsieur Karl Belmont, qui est responsable associatif haïtien, de venir me rejoindre ici. Vous pouvez vous rapprocher, parce que vous savez, plus on est collé, mieux on est serré, et c'est pas plus mal quelquefois. Hein? Donc, alors, oui, je vais l'appeler, ne vous inquiétez pas. On essaie de faire les choses dans l'ordre. Donc, je vais demander donc à M. Esco, qui est l'adjoint au maire chargé des discriminations, ici présent, de venir me rejoindre. Je vais demander également à Antoine Boudinet, qui est conseiller municipal donc, à la ville de Bordeaux, qui fait partie du groupe, Antoine, viens par ici, du groupe Bordeaux en lutte, donc, qui est mené par Philippe Poutou et qui font leur entrée au conseil municipal. Je vais demander à Yves Simon, que vous connaissez. Yves, si tu peux venir près de moi ici. Yves, c'est le guide de Bordeaux, c'est le maître de l'histoire bordelaise, Yves Simon. C'est un homme engagé aussi de venir me rejoindre ici. Donc, chers amis, cette journée est une journée en hommage aux résistants. Nous n'allons pas ici parler de la traite ni de l'esclavage, nous allons parler de la résistance. C'est une journée internationale de l'UNESCO à la mémoire de la révolution haïtienne qui s'est déroulée, qui a commencé le 23 août 1791. Cette révolution est la seule révolution issue d'une révolte d'esclaves qui a réussi. C'est la révolution qui a donné naissance à la première république noire. C'est la révolution qui a donné naissance à la première république libre d'Amérique. C'est la révolution qui a donné naissance à la République d'Haïti le 1er janvier 1804. Je vais donc pour commencer. Alors, ce sera la dernière fois, après on va arrêter. Hein. Donc je vais donc pour commencer cette journée de l'UNESCO du 23 août. Pour commencer cette journée de l'UNESCO du 23 août, donc 1791, je vais commencer par donner la parole à Yves Simon. Yves Simon, guide de Bordeaux, engagé sur les questions mémorielles depuis de longues années, et peut-être, vous ne le savez pas assez, mais engagé sur l'histoire d'Haïti et l'actualité d'Haïti depuis également plusieurs années. Alors vous admettrez avec moi, chers amis, qu'Yves Simon n'aura pas besoin que je lui demande de hausser le ton, puisque la voix de Yves Simon s'entend au-delà des maires de Bordeaux. Donc les conditions techniques dans lesquelles nous sommes nous imposent que toutes les personnalités qui prendront la parole ici puissent élever la voix de façon à être entendues. Nous sommes en train de faire un Facebook Live pour que ce soit en direct, parce que vous le savez, les conditions exceptionnelles historiques dans lesquelles nous vivons font qu'il faut multiplier ces façons de communiquer. Et ce que nous avons souvent en impact sur les réseaux, nous ne l'avons souvent pas assez en présentiel. Donc pour commencer, Yves Simon, quelques mots sur le sens de cette journée internationale en souvenir de la révolution d'Haïti, de la résistance des esclaves. Alors, bonjour à vous tous, merci beaucoup à CARFA de nous avoir invités, d'avoir organisé cette journée. Je suis content aussi d'être ici en compagnie de Karl Belmont, qui est un Haïtien, et c'est vrai qu'on essaye de travailler sur le présent et le futur de Haïti. Alors en tant que guide bordelais, évidemment moi je vais vous parler un peu d'histoire. Et c'est toujours fascinant que de se pencher sur l'histoire de Haïti. D'abord,
C'était la perle des Antilles, la reine des Antilles, comme on disait à Bordeaux. C'était l'île la plus riche de l'Empire français aux Antilles, la plus grande, la plus peuplée. Jusqu'à 600 000 esclaves en réalité pour 30 000 colons, hein, voilà, au moment de la Révolution. Et surtout la plus riche, c'est elle qui assurait les 2/3 du commerce extérieur bordelais. On sait que aussi c'est fascinant l'histoire de l'île elle-même, puisque c'est le premier établissement de Christophe Colomb en 1792. La population d'origine, les Indiens Taïnos, ont malheureusement rapidement disparu. On sait aujourd'hui qu'en réalité c'était surtout, ils ont attrapé toutes les maladies que les Blancs ont amenées, la grippe ou comme ça qui les a décimés, hein. Il y a eu le même problème et le même drame en Amérique du Sud. Les esclaves, on vous dira toujours que Bordeaux a les esprits forts, a beaucoup moins pratiqué l'esclavage, le commerce triangulaire que Nantes. C'est vrai, on a des chiffres aujourd'hui. 480 expéditions bordelaises à peu près, 1400 pour Nantes, et pour vous donner une échelle, 4800 pour Liverpool. Mais en réalité, il y a beaucoup d'hypocrisie à dire ça, parce que Bordeaux vivait surtout du commerce en droiture, c'est-à-dire qu'on n'allait pas prendre les esclaves en Afrique, mais on amenait directement des marchandises aux Antilles, donc à Saint-Domingue, à Haïti, pour amener le sucre, le café, le tabac, le chocolat, le coton, tous ces produits qui étaient bien produits par la peine et par la sueur des esclaves. Hein. Et c'est ce qui a assuré la richesse de Bordeaux au XVIIIe siècle. C'est aussi fascinant de savoir que, Carpel l'a bien rappelé, c'est la première république noire dans le monde. Cette république, on peut vraiment dire que les Haïtiens l'ont gagnée, hein, puisque c'est suite à des révoltes et à des guerres quand même terribles contre les armées de Napoléon, c'est pas rien. Et la France a fini par accorder l'indépendance. On trouve ça encore dans des vieux ouvrages français. C'est Charles X qui accorde l'indépendance à Haïti. Bon, en réalité, ça commence à faire jour aujourd'hui. Si la France a bien accordé l'indépendance à Haïti, ça a été au prix d'une dette. Les Haïtiens ont été obligés de payer une somme qui est vraiment... Au départ, c'était 150 millions, mais ça s'est terminé par 90 millions de francs or. Et c'est une somme colossale qu'ils ont fini de payer en 1880, mais aujourd'hui ça paraît invraisemblable. C'est comme si on demandait aux Juifs qui ont travaillé dans les camps de concentration de payer leur pension, si vous voulez, à l'Allemagne. Ça paraîtrait complètement invraisemblable. Ça aurait été à la France de verser des compensations à Haïti. Alors c'est ce qu'on essaie de faire nous avec Carl Belmont à notre toute petite échelle. Bordeaux est redevable à Haïti et c'est vrai qu'on peut toujours envoyer la balle. C'est aujourd'hui malheureusement un des pays les plus pauvres du monde et on peut facilement les aider. Et à partir de Bordeaux, on leur doit bien un geste qui soit beau pour l'humanité et aussi pour l'histoire. Voilà, bonne journée à vous tous et merci d'être là. Le charme des continents. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Yves. Ça sert à rien. Bien. Merci beaucoup, cher Yves, pour ce rappel historique. Je rappelle que nous sommes le 23 août, journée internationale du souvenir de la traite des Noirs, de l'esclavage de l'UNESCO. Je rappelle que cette journée internationale de l'UNESCO célèbre les révolutionnaires haïtiens. Et Yves l'a rappelé, ce n'est pas innocent si nous sommes ici à Bordeaux. Yves l'a rappelé, le rôle de Bordeaux dans la traite des Noirs, c'est-à-dire dans la déportation des Africains et de leurs descendants pendant plusieurs siècles. Et Haïti était la colonie la plus riche d'Amérique, la perle des Antilles. Haïti produisait 9 fois plus que la Guadeloupe et la Martinique réunies. Haïti, il y avait, il l'a dit, presque 600 000 esclaves, dont 30 000 colons. Et parmi les 30 000 colons, 40% des 30 000 colons sont des Bordelais et ce sont des Aquitains. Et si nous avons choisi cette place
très belle de Nansouty, on est bien d'accord, elle est magnifique. Elle a été refaite récemment et on ne peut que s'en réjouir parce que nous sommes bien déterminés à continuer de travailler ici même, sur cette place, autour de la mémoire d'Haïti et des résistants contre l'esclavage. Mais si nous avons choisi cette place, c'est que vous le savez, il y a à quelques pas d'ici, vous avez l'impasse Toussaint Louverture. C'est une impasse qui a été créée au 19e siècle, qui est supposée, je dis bien supposée, honorer Toussaint Louverture, celui qui a initié la révolution haïtienne et qui est supposé également rendre hommage aux Haïtiens et à leurs descendants. Eh bien, on n'en voudra pas à Madame Boulanger, qui est la nouvelle adjointe chargée de la mairie de quartier. Je ne crois pas qu'elle, aujourd'hui, pourrait donner une telle impasse à un homme comme Toussaint Louverture. Madame Boulanger, quel est le sens de votre présence ici aujourd'hui? Donc je suis Fanny Le Boulanger, maire adjointe du quartier Nansouty-Saint-Genès et en charge de la petite enfance. Et je suis particulièrement honorée de faire ma première intervention publique en tant que maire de quartier, précisément aujourd'hui 23 août, journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Un devoir international de mémoire qui à Bordeaux prend une signification particulière. Bordeaux, M. Simone l'a rappelé, second port négrier français, ayant construit sa splendeur sur la traite de près de 150 000 esclaves entre 1672 et 1837. Déportés majoritairement à Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti et République dominicaine. Ça a été dit également. C'est dans la nuit du 22 au 23 août 1791, à Saint-Domingue, qu'a commencé l'insurrection qui allait jouer un rôle déterminant dans l'abolition de la traite négrière transatlantique. Esclaves affranchis, héros de la Révolution à Saint-Domingue, capturés, déportés et enfermés en France jusqu'à son décès en 1803, Toussaint Louverture ne fut trop longtemps présent et jusqu'en 2003 sur les plaques officielles de la ville de Bordeaux que sous le nom de cette impasse. Pas une place, pas un boulevard, pas une rue, une impasse. Pas un pont non plus. Un symbole en soi dans une ville qui a si longtemps refusé de regarder son passé en face. Je suis ici pour dire, avec mon collègue Olivier Escotte, que la nouvelle équipe municipale souhaite aujourd'hui affirmer son attachement au devoir de mémoire. Et je lui laisse la parole pour préciser notre engagement. Très bien. Oui, la parole est à Olivier Escotte. Rapprochez-vous Olivier, cher Olivier. Olivier Escotte, nouvel adjoint au maire chargé de la lutte contre les discriminations à Bordeaux. Le handicap et la lutte contre toutes les discriminations. Handicap et lutte contre toutes les discriminations, il faut être complet. Il a raison. Beaucoup de choses ont été dites sur la symbolique de ce jour. Je ne vais pas y revenir. Mais cette journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, comme le rappelle l'UNESCO, vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tous les peuples. Elle doit offrir l'occasion d'une réflexion commune sur les causes historiques, les modalités et les conséquences de cette tragédie, ainsi que d'une analyse des interactions qu'elle a générées entre l'Afrique, l'Europe, les Amériques et les Caraïbes. Rappelons-nous qu'en France, qui a largement participé à arracher leurs terres 13 millions de femmes et d'hommes, que la France fonde ainsi ses relations avec le continent africain sur les principes du co-développement et de la coopération mutuellement avantageuse. Aujourd'hui toujours, avec la dette ou l'exploitation des ressources naturelles par les multinationales, avec des rapports de domination contraires à la liberté des peuples et obstacles à la résolution des grands défis économiques, sociaux et écologiques posés à l'échelle du monde. Rappelons-nous aussi que la première abolition, portée par les révolutionnaires en 1794, en écho à l'insurrection des esclaves de Saint-Domingue, a été remise en cause à l'époque par les classes dominantes. L'actualité récente, avec des mouvements antiracistes à l'échelle de la planète après le meurtre de George Floyd, a mis en lumière une nouvelle fois la nécessité d'œuvrer à un véritable devoir de mémoire. Ici à Bordeaux, sans doute plus qu'ailleurs, ce travail est indispensable. Bordeaux, d'où sont partis, j'ai entendu 490, 480, j'avais les chiffres 508 expéditions pendant plus d'un siècle et demi, à l'origine de la déportation de 150 000 esclaves. Bordeaux, où la traite négrière, le commerce triangulaire, le commerce en droiture, qui source d'enrichissement pour de nombreuses familles. Bordeaux,
d'une manière générale, s'est enrichi avec le colonialisme. Alors, ces dernières années, des initiatives ont été prises par la municipalité, l'ancienne municipalité. Elles n'ont pas forcément été à la hauteur des enjeux. Prenons l'exemple des plaques pédagogiques sur les rues portant les noms non négriers. 5 plaques ont été déposées récemment au mois de juin. Les acteurs associatifs, dont M. Diallo, pensent qu'il y a 20 rues qui portent les noms non négriers. Entre 5 et 20, il y a tout un débat qui se fait. Est-ce qu'on est sûr que ce sont les bonnes personnes qui sont concernées? C'est ce débat-là qu'il faut avoir. Et chaque fois que nous avons des doutes, chaque fois qu'il y a des choses qui pourraient renvoyer à cette traite négrière, il faut le travailler. Je vais prendre un exemple. Valguerie, Stuttenberg et Sargé. Officiellement, ils n'ont pas été les négriers. Mais pourtant, ils avaient armé un navire, l'Africain, qui était destiné à la traite négrière. Leur projet n'est pas allé au bout, tout simplement parce que Napoléon, en 1815, a interdit de le faire. Est-ce que cette histoire-là, il ne faut pas la raconter? Il y a, à côté de l'université, la rue de l'Abbé Chade. Les interprétations sont diverses. S'agit-il d'un lieu-dit, l'origine du lieu-dit l'Abbé Chade, ou fait-elle référence à une famille de négriers? Il faut se poser aussi la question et expliquer les choses telles que nous les connaissons. Nous avons des doutes, nous n'avons pas toutes les informations. Dans les familles, parfois, les histoires sont plurielles. Certains ont pu être négriers, d'autres de puissants abolitionnistes. Donc, il faut raconter aussi toute cette histoire. Je prends un autre exemple, la famille Sage. Quand on est honoré juste de son nom Sage, qu'on ne cite pas les prénoms, ça peut renvoyer à beaucoup de choses. Il y a des personnes qui, dans la famille Sage, méritent sans doute d'avoir des noms dans les rues de Bordeaux. D'autres ont été des négriers. Il faut raconter tout ça. Pierre Baour, par exemple, c'est le fils qui est honoré, mais le père a été négrier. Il faut aussi expliquer tout ça à la population bordelaise. Donc nous porterons ce travail de mémoire, nous le renforcerons avec l'aide des associations. Nous travaillerons donc à rebaptiser, à mettre des plaques pédagogiques sur ces rues de négriers. Par contre, ce que nous allons rebaptiser, c'est certains édifices, certains bâtiments publics qui sont en lien avec l'histoire du racisme, de la traite négrière et du colonialisme de manière générale. L'école Paul Bert, par exemple. Est-ce qu'on doit encore afficher ce nom-là, symbole du racialisme, dans un lieu qui doit être le lieu de l'apprentissage de tous les savoirs? Nous allons travailler et trouver un autre nom pour cette école Paul Bert. Donc, il est important de donner aussi la place à tous ceux qui ont lutté et tous ceux qui luttent encore. Ça a été évoqué par Fanny Le Boulanger. Une impasse pour pousser une ouverture. Un square, rive droite. Est-ce que c'est suffisant? Je pose la question, vous avez sans doute la réponse. On avait parlé d'un pont, Yves Simon l'évoquait tout à l'heure, pourtant nous nom de tous en ouverture. De la même façon, et mon camarade Vincent Morin l'avait porté, on avait parlé d'un stade pour emporter le nom de Nelson Mandela. On connaît la suite, ni le pont ni le stade ne portent ces noms-là. Donc je pense que collectivement, en associant l'ensemble des acteurs et des actrices impliqués, nous devons travailler à ce travail de mémoire. Et si le travail de biographie, qui est ce qui donne les noms rues, doit accorder une importance au lieu choisi, apposer des noms ne suffira pas si ce travail de mémoire ne correspond pas à un travail en profondeur sur l'histoire coloniale esclavagiste de Bordeaux. C'est ce travail collectif et approfondi que nous proposerons dès la rentrée à toutes celles et ceux qui souhaitent y participer. Ce travail doit aussi englober les esclavages et les aliénations contemporains. Ce travail doit nous permettre de combattre ensemble le racisme structurel et systémique. Merci beaucoup, cher Olivier Escotte. Je rappelle qu'Olivier Escotte est l'adjoint au maire chargé du handicap et de la lutte contre les discriminations. Merci pour ce discours. Nous sommes ici, chers amis, ce dimanche 23 août, journée internationale du souvenir de la traite des Noirs de l'UNESCO. Cette journée célèbre la révolution haïtienne qui donne naissance à la première république noire, la première république libre d'Amérique et la seule république au monde issue d'une révolte d'esclaves. Et si nous sommes ici, sur cette place, Nansouty, ce n'est pas par hasard, parce qu'à quelques pas d'ici, nous avons une impasse, Toussaint l'Ouverture, qui honore cet homme qui ne doit son nom que parce qu'il ouvrait les armées de Napoléon Bonaparte, puisque son véritable nom, si je ne me trompe pas, cher Karl Belmont, son véritable nom c'est Toussaint Labreda. Nous avons la chance et l'honneur d'avoir un Haïtien parmi nous, c'est Karl Belmont, responsable associatif depuis de longues années, impliqué dans la solidarité et l'humanitaire aussi aujourd'hui vis-à-vis d'Haïti, qui en a bien besoin. Mais vous comprendrez, si vous avez suivi l'histoire d'Haïti, c'est que ces besoins humanitaires d'aujourd'hui ne relèvent pas du hasard non plus.
c'est le fruit d'une histoire. Donc Carl Belmont, le sens de votre participation à cette matinée et le sens que cela révèle dans votre engagement. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Carl Belmont, donc je suis responsable associatif. L'association s'appelle Haïti en Vie et c'est une association qui intervient dans le travail de développement, de co-développement et dans l'aide humanitaire. Alors je me rends compte que nous ne sommes pas nombreux haïtiens aujourd'hui, mais finalement je me réjouis que autant de monde porte le nom ou rende hommage à Toussaint Louverture, parce que pour moi Toussaint Louverture c'est un homme universel. C'est quelqu'un qu'on pourrait rendre hommage partout sur la planète, parce que c'était quelqu'un qui se battait pour une certaine idée de ce que ça pouvait être l'être humain. Toussaint Louverture, c'était un homme qui sentait battre le cœur des plantations, parce qu'il avait compris qu'il y avait un moment où il pouvait se lever et il pouvait avoir l'écoute des gens, et il allait se faire suivre par les 400 000 esclaves qui étaient dans les plantations et qui souffraient. Aujourd'hui, on peut transposer, parce que, et pas seulement en Haïti, qui est capable aujourd'hui de sentir le cœur battre, de sentir le moment où il faut aider les peuples, le moment où il faut redistribuer. En ce sens, pour moi, Toussaint Louverture n'est pas seulement haïtien. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de représentants d'Haïti, mais c'est quelqu'un qu'on peut rendre hommage. Alors, les élus de Bordeaux, vous pouvez rendre hommage à Toussaint Louverture en tant qu'homme. Vous avez cité Nelson Mandela, je crois que ce sont des hommes de même trempe, parce qu'ils sont capables d'apporter quelque chose, de faire avancer l'idée de ce qu'est un être humain. Alors moi, je voudrais, Toussaint Louverture, c'était aussi un homme qui avait une idée de ce que ça pouvait être la relation avec la métropole de l'époque. Parce que Toussaint Louverture n'a pas connu Haïti. Toussaint Louverture était citoyen français de Saint-Domingue. Le mot Haïti, vous le connaissez peut-être par l'histoire, parce que c'était le nom que donnaient à cette île les peuples indiens. Mais le nom qu'a donné Jean-Jacques Dessalines à cette île le lendemain de l'indépendance d'Haïti, c'est bien après la mort de Toussaint Louverture que ça s'est passé. Donc lui, il avait imaginé un certain niveau de collaboration et un certain niveau de considération, d'échange avec la métropole. Et aujourd'hui, avec la métropole de l'époque, aujourd'hui, je crois qu'il faut avoir l'ambition de dire que la coopération, ça sera autre chose que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que Haïti, c'est un pays qui a subi la prédation. N'ayons pas peur des mots, hein. On a prélevé au maximum 20 000 colons prélevés sur 400 000 esclaves, le fruit de leur travail. On a prélevé, parce qu'on lui a fait rembourser sa dette de l'indépendance, chèrement, des millions d'euros. On a prélevé par des politiques d'ajustement structurel, ce sont les mots nouveaux inventés par l'ONU et compagnie. Maintenant, il faut faire l'effort inverse. C'est vrai, c'est important d'avoir des représentations historiques, d'avoir des noms de rues, de reconnaître ce que c'est que l'histoire, de reconnaître le poids de l'histoire de Bordeaux sur Haïti. Mais il faut avoir le courage de dire on va investir, on va s'investir, et non pas pour profiter aux minorités, profiter à ceux qui ont agi ou qui agissent encore sur la prédation, mais pour profiter à l'ensemble, au peuple haïtien. C'est ça, je crois, qu'on doit viser, et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas cette idée-là. Et c'était l'idée de Toussaint Louverture. Il a, en ce sens, perdu sa vie pour ça. Donc je voudrais que, si j'ai un message à faire passer, c'est que la coopération, c'est ça. On s'adresse à qui à la coopération? On s'adresse aux personnes qui en ont besoin, pas ceux qui, aujourd'hui, continuent à profiter de la prédation. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, cher Carl Belmont. Carl Belmont, comme je vous l'ai indiqué, est responsable d'association. C'est quelqu'un qui vit ici à Bordeaux. Et Carl Belmont est engagé depuis de nombreuses années, avec Yves Simon aussi, autour de la solidarité, la nécessaire solidarité en direction d'Haïti et des populations haïtiennes. Mesdames et messieurs, chers amis, je me permettrai de dire quelques mots, des mots forcément solennels, parce que nous sommes sur une journée d'hommage et parce qu'Haïti mérite que nous soyons le plus solennels possible pour lui rendre hommage, parce que notre liberté aujourd'hui, notre semblant d'égalité aujourd'hui, notre semblante fraternité d'aujourd'hui, nous le devons au sacrifice des Haïtiens qui était un acte des colonialistes du monde. Mesdames et messieurs,
Parmi les processus nécessaires pour le progrès de l'humanité, il reste à traiter dans une mesure encore très importante la question des dénominations attribuées aux lieux, aux rues, statues et monuments dans différentes parties du monde. Ces rues, monuments, statues demeurent des symboles de la domination et de l'oppression raciale et coloniale. Nous considérons qu'aujourd'hui, il nous faut continuer d'approfondir les démarches pour nous libérer de l'emprise idéologique mise en place par la domination coloniale. En effet, pour justifier le système de la traite, de l'esclavage, du racisme et du pillage généralisé des pays qu'ils ont occupés, les Européens ont bâti un énorme système idéologique dont les effets persistent de manière importante dans nos sociétés actuelles. Il existe des lieux, des statues et des monuments dédiés à des personnages qui ont défendu des idées et développé des actions dont le contenu négatif est occulté, alors que dans le même temps, les véritables héros qui se sont battus pour des idées de progrès et ont mené des actions de libération sont présentés comme des bandits ou des criminels. C'est dans ce même esprit que des responsables politiques français soutenaient hier que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, ou qu'il y avait des aspects positifs dans la colonisation. Et aujourd'hui, c'est cette même idéologie qui fait exister, à 2 pas d'ici, l'impasse Toussaint-Louverture, que Bordeaux, premier port colonial français, dont les négociants possédaient Haïti, la colonie la plus riche d'Amérique, n'ait trouvé qu'une impasse pour honorer l'initiateur de la première République noire, interroge véritablement. Or, heureusement, des progrès importants ont été réalisés sur ces points, à la suite des luttes sous toutes formes qui ont été mises en œuvre à diverses parties du monde contre la domination coloniale et ses effets, dont le moindre n'est pas le racisme qui frappe les populations afrodescendantes des banlieues françaises aux quartiers américains, des ruelles antillaises aux bourgs bordelais, ici même en Ansouti, en plein confinement. Un jeune noir se verra renversé par une voiture de la police municipale, brutalisé et interpellé sans autre forme de procès. Nous pensons qu'en ce domaine, il y a une problématique très profonde qui ne consiste donc pas simplement à remplacer un nom par un autre. Il s'agit d'une démarche ayant une haute fonction pédagogique en vue de nous défaire de l'emprise des mystifications idéologiques relatives à notre passé. Il y a donc un préjugé historique qui reste encore dominant parce que des penseurs et des philosophes l'ont soutenu, selon lequel, en dehors de toute l'Europe, il n'y avait dans le monde que des contrées sauvages qu'il fallait nécessairement civiliser pour qu'elles puissent entrer dans l'histoire. Cette manière de penser vise en fait à effacer de nos mémoires que jusqu'au XVe et XVIe siècle, il existait ailleurs qu'en Europe, sur le continent africain et le continent asiatique, des civilisations développées. C'est là, mesdames et messieurs, la véritable origine de la longue histoire de la domination coloniale, dont la caractéristique particulière sera d'instaurer un système d'infériorisation idéologique que nous désignerons sous le nom global de racisme. La stratégie du racisme, mesdames et messieurs, elle est double. La première, c'est l'infériorisation des peuples dominés. La deuxième, c'est l'effacement de leur culture et de leur histoire pour les remplacer par tout un ensemble de mystifications idéologiques. Il nous faut activer une pédagogie du présent. C'est ainsi qu'ont été mis en place toute une série de dispositifs pour la pérennisation de la domination. Le stratagème idéologique le plus important utilisé à cette fin a été le processus d'inversion des valeurs. C'est cela que l'on retrouve par exemple dans l'attitude qu'ils ont réussi à imposer au monde entier à l'égard des Indiens d'Amérique par la glorification du cow-boy. C'est cela que nous retrouvons dans le processus d'infériorisation des Noirs, des Africains et de leurs descendants, dont l'un des éléments les plus déterminants a été le processus d'effacement de l'histoire qui se traduit de manière évidente à travers l'imposition de la dénomination pour les lieux, les villes, les rues et même les individus. N'est-ce pas que cette statue modeste Festas qu'on présente sur les quais, on la présente pour la nomme modeste Festas, mais cette femme, son nom africain, c'était Anne-Tunisie. Et c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Mesdames et messieurs, dans cette démarche, il y a eu aussi une véritable procédure d'inversion. Ceux qui devaient donc être nos héros sont devenus des criminels et dans le même temps, les événements qui manifestaient nos
cérémonie tout à fait invisible. La preuve, cette journée devrait être une journée célébrée dans le monde entier pour manifester cette résistance contre la colonisation. C'est une journée que très peu de gens célèbrent. Par cet événement symbolique du 23 août, nous entendons apporter donc notre contribution pour libérer la mémoire collective bordelaise de Sébastien Aubert, libérer cette mémoire collective bordelaise de l'aliénation inconsciente qui implique un certain rapport au passé. On a fortifié cette mémoire bordelaise de notre côté par la capacité d'exprimer en des termes clairs ce qui nous est arrivé. La parole, oui, la parole qui, au-delà du mythe et de la légende, cherche à dire le passé dans sa vérité et libératrice, car elle a la vertu de nous rendre davantage maîtres des circonstances présentes. Elle nous rend capables de n'être pas seulement les jouets du destin, mais les constructeurs de notre avenir. Mesdames et messieurs, il est clair que dans notre présent, nous devons nous efforcer donc de développer sous des formes diverses les approches de type pédagogique ou symbolique pour mettre en lumière les choses qui ont été effacées ou carrément inversées au regard de notre histoire, au regard du sens de notre présence au monde. C'est dans ce sens que nous œuvrons pour une appropriation des symboles de nos histoires, de nos triomphes comme de nos défaites. Pendant 20 ans, nous avons œuvré dans le sens de la pédagogie antiraciste de l'urbanisme des ports négriers français. Vous le savez, mesdames et messieurs, les récents événements liés au meurtre de George Floyd et la formidable mobilisation multiraciale a obligé par exemple la ville de Bordeaux à rejoindre notre proposition d'apposer des panneaux explicatifs sur les rues qui honorent des négriers. Nous tenons cependant à exprimer, et très vigoureusement, et nous continuerons à le faire, nous exprimerons notre désapprobation sur la méthode clandestine avec laquelle la ville de Bordeaux a posé des panneaux explicatifs sur 5 des 20 rues de négriers que nous avons identifiées. Mais, mesdames et messieurs, vous en conviendrez, au-delà du fait de débaptiser ou d'apposer des panneaux sur les lieux du racisme, il s'agit très concrètement d'un combat pour l'équité, c'est-à-dire de partage des ressources et des privilèges avec ceux que l'histoire et son récit officiel ont tenus à l'écart dans les marges, pour renverser les mystifications et se débarrasser des idées rétrogrades. Bref, pour combattre le racisme, c'est au grand jour qu'il faut agir. Il reste à mettre en évidence l'important travail pédagogique, car la durée et la généralisation des mystifications idéologiques est encore très présente. Chers amis, mesdames et messieurs, je vais conclure pour dire que pour nous, il s'agit de mettre en place, en œuvre, une pédagogie pour une nouvelle pensée qui oriente les humains dans une procédure allant dans le sens de la raison. Il nous faut une nouvelle pensée de la coopération par rapport à l'idée de la fatalité de la domination. La domination n'est pas une fatalité. Nous devons laisser le témoignage de nos efforts pour avancer dans cette direction, avec les générations qui viennent après nous aient la possibilité de savoir que dans notre période et dans notre actualité, nous n'avons pas tout accepté et que nous avons eu la volonté de faire ensemble les choses vers l'émancipation humaine. Et je finirai par cette phrase, cette petite citation de René Char, qui disait que ceux qui viennent au monde pour ne rien troubler ne méritent ni égard ni patience. Je vous remercie. À présent, je vais inviter, en principe, nous avions tout un rituel avec des morceaux de musique, la Marseillaise que nous devions passer. Malheureusement, les contraintes techniques font que ça ne pourra pas se faire, mais tout était vraiment prévu pour ça. J'en suis vraiment désolé. Ce moment était un moment symbolique très fort. Malheureusement, des contraintes techniques nous obligent à ne pas pouvoir vous passer ces morceaux de musique et cette Marseillaise qui devait clôturer cette journée internationale. Par contre, je demande aux élus ici présents ainsi qu'aux personnalités de prendre les bouquets de fleurs. Nous allons les poser symboliquement ici en hommage aux victimes et aux résistants contre l'esclavage. Perle. On va les mettre en face. On va se mettre en face. Et on fera une minute de silence si vous le voulez bien, une fois posé les... Je vous invite donc tous à une minute de silence, un hommage aux victimes et aux résistants contre la traite des Noirs et l'esclavage.
présent terminé. Merci à toutes et à tous de votre présence. Vous pouvez continuer à suivre nos activités diverses sur les réseaux sociaux où nous sommes présents, sur notre site internet. Si vous avez envie de participer plus activement aux manifestations, aux événements que nous organisons, vous êtes les bienvenus. Notre association est maintenant présente au Havre, bientôt à La Rochelle, à Biarritz et dans d'autres villes. Donc vous êtes les bienvenus. Je voudrais remercier très sincèrement les élus qui se sont déplacés, Madame Boulanger, Monsieur Esco qui représente le maire de Bordeaux, Pierre Urmic. Remercier Carl Belmont d'avoir représenté Haïti et très dignement avec cette parole qu'il a portée. Je remercie également Yves, Simone, ainsi que les autres bénévoles de Mémoire et Partage qui sont venus. Je voudrais remercier Antoine Boudinet également, donc conseiller municipal. Je remercie Madame Taco qui nous vient de la Côte d'Ivoire, mais qui est aussi bordelaise puisqu'elle est née ici. Et Madame Taco dirige une association qui travaille, une association d'entier en Côte d'Ivoire extrêmement dynamique sur la mémoire notamment de la Côte d'Ivoire. Donc de notre côté, la Côte d'Ivoire, vous le savez, va être probablement secouée dans les prochaines semaines par des événements malheureux. Nous le regrettons, mais votre présence ici, Madame Taco, nous touche beaucoup. Merci à toutes aussi, à tous et tous qui vous êtes déplacés, qui êtes restés malgré toutes les tentations de dimanche matin. Très bon dimanche à vous. Merci.